cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey, entraînant ainsi des sentiments de frustration et d'incompréhension, voire d'inquiétude du consommateur lambda. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme à ce journal. La sécurité et le comportement des journalistes et des acteurs de la société civile en période de crise au centre d'une conférence débat organisée ce matin par l'Association nigérienne des droits de l'homme. Précision dans un instant. 2 casques bleus tués à Kidal dans le nord Mali. La mort de ces 2 soldats onusiens est intervenue suite à l'explosion d'une voiture piégée. Vous êtes sur Dunia TV et vous faites bien d'ailleurs, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Je le disais, l'Association nigérienne des droits de l'homme, ANDDH, a organisé ce matin une conférence débat autour de la sécurité et le comportement des journalistes et des acteurs de la société civile en période de crise. Pour plus de précisions, suivons ce compte-rendu de Al-Mokhtar Kaini. Rôle et responsabilité du journaliste et de la société civile dans la gestion de la sécurité dans un état de droit. Cas du Niger, c'est autour de ce thème que les conférenciers Dr Souley Boubacar et Moussa Aksar ont animé cette conférence. Qui est journaliste? Comment doit-il se comporter en période de crise? Ou encore la définition de la société civile et son but sont des concepts développés au cours de la rencontre. De l'étiqueter en gros, chaque société, en fonction des valeurs à protéger. Je vous demande de bien retenir cette expression, valeurs à protéger. Parce que toute la question, toute la problématique se trouve ici. Donc, se donne de moyens pour sécuriser, j'ai mis ça entre guillemets, son ordre public. Dès lors, la sécurité publique est un élément de l'ordre public caractérisé par l'absence de péril pour la vie, la liberté ou le droit de propriété. Qui est journaliste? Et je pense que tous mes confrères qui sont ici, tous les étudiants qui sont ici, doivent avoir ce recueil et de lois et règlements sur la presse et la communication au Niger qui est édité en 2011. Vous avez tout, les rédacteurs sont là, donc vous avez tout sur vraiment les lois et règlements et sur la presse. Par rapport à l'effectivité du droit à l'information, je dois vous dire que c'est consacré par la Constitution. Il y a une loi là-dessus. Mais est-ce que dans les faits, nous journalistes, nous avons aussi accès aux sources d'information? Là, c'est difficile de vous le dire parce que nous avons eu toujours des obstacles. S'en est suivi des questions et contributions de l'assistance auxquelles les conférenciers ont apporté des réponses précises et satisfaisantes. Un étudiant d'UFTIC a demandé pourquoi le journaliste fait de l'autorégulation. Je lui ai répondu en disant que toute information susceptible de mettre la société en danger, je ne crois pas qu'il faille chercher à comprendre s'il faut le diffuser. Rappelez-vous, j'ai lu un extrait d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme parlant du droit à l'information, de la collecte de l'information et de son traitement et surtout sa diffusion en période de crise. Parmi l'assistance, on note la présence des étudiants de l'IFTIC. La conférence qui a pris fin sur une note de satisfaction a permis aux hommes des médias et aux acteurs de la société civile de renforcer leur capacité en matière d'éthique et de déontologie.
L'accréditation de 3 nouveaux diplômes de l'École supérieure de commerce et d'administration, donc des entreprises SKE, au centre d'un point de presse animé ce matin par le directeur général de la dite école. Détail Jamilou Morou, Idi Maman Siraji. Après l'accréditation en 2009 par le CAMES de la licence en gestion d'entreprises et de projets, en 2010 de la licence en gestion technique, comptable et financière de l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises SKE, 2013 sonne avec l'accréditation de 3 nouveaux diplômes décernés par l'SKE par le CAMES. Il s'agit de 3 masters. Le premier en gestion des ressources humaines, le second en gestion de projet et le troisième en administration d'entreprise. Les masters que nous avons soumis à accréditation, à savoir le master en gestion des ressources humaines, le master en gestion des projets, le master en gestion et administration des entreprises, ont été accrédités, c'est-à-dire reconnus, avec équivalence Bac plus 5. C'est donc cette nouvelle que nous voulions que vous portez aux 4 coins du Niger pour cette performance inédite d'une école du Niger. Je tiens à informer qu'à la date d'aujourd'hui, c'est 5 diplômes qui ont été accrédités par les CAMES, 5 diplômes de l'SKE du Niamey. L'SKE est la première école du Niger à faire accréditer son diplôme par le CAMES. Elle est la seule école dont les diplômes sont accrédités par les instituts français. L'SKE demeure à ce jour la seule école dont les diplômes sont accrédités par l'enseignement supérieur français. C'est important parce que l'accréditation de l'enseignement supérieur français pour la licence des sciences techniques comptables et financières et pour le master comptabilité contrôle audit donne une renommée presque planétaire à ce diplôme. Pourquoi? Parce que ce diplôme il est reconnu aussi bien aux États-Unis qu'au Canada que dans toute l'Afrique. Et c'est ce qui nous vaut que les étudiants des pays limitrophes, du Bénin, du Burkina, de Côte d'Ivoire, viennent chercher la licence, cette licence et ce master ici, en vue d'aller rapidement au stage d'expertise comptable français. En seulement 10 années d'existence, l'SKE a su conquérir la place du leader dans le domaine de la formation des cadres, d'entreprises et des projets. L'ambition qui nourrit cette école est de parvenir à faire accréditer tous ces diplômes de licence et master par les CAMES. Fin à l'hôtel de ville de Maradi des travaux de la 3e session budgétaire au titre de l'année 2014 du conseil de ville de la dite localité. Une cérémonie en marge de laquelle un camion a été remis aux agents de la compagnie des sapeurs-pompiers de la ville de Maradi. Depuis donc la capitale économique, autant pour moi, retrouvons la correspondance de Aoussi Abdraman. 3 jours, les participants aux travaux de la 3e session budgétaire au titre de l'année 2014 du conseil de ville de Maradi ont débattu des grandes réalisations à entreprendre dans la ville au cours de la nouvelle année, notamment les infrastructures routières, la salubrité et la construction de grands centres commerciaux. Le président du conseil de ville de Maradi fait le bilan de cette session. Quant à la modernisation de nos grandes villes, le conseil a délibéré sur la création et la construction d'un centre d'affaires qui est un grand centre avec une grande salle de conférence qui peut accueillir jusqu'à 1000 personnes, des grandes salles de commission, des salles de foire, d'exposition, avec des suites, plus de 5 suites. Et ça, c'est dans l'optique de placer notre ville en deuxième position pour que, après la capitale, pour que au moins notre ville soit une ville qui peut accueillir même des grandes rencontres des chefs d'État, parce qu'aujourd'hui la volonté de moderniser les grandes villes dans le cadre du programme de la Renaissance s'illustre par tout ce que nous sommes en train de voir à travers Niamey Yala. La population est témoin de beaucoup de choses que nous avons fait
Et nous avons construit sur fonds propres plus de 7 centres de santé, un bloc d'observation avec plus de 50 lits et des tables-bancs depuis l'installation de notre conseil. Et nous sommes certes handicapés par le manque de marché, parce que le marché c'est plus de 50 millions de recettes mensuelles de perdus, mais ce qui renvoie à d'énormes sacrifices, notamment de par la population elle-même et aussi nous exécutifs, dans ce qui nous renvoie nous tous à un certain nombre de sacrifices pour construire vraiment une ville durable pour les générations à venir. D'autres actions ont été maintenues au cours de ces travaux, telles l'attribution d'une allocation aux personnes handicapées et personnes âgées et autres couches sociales vulnérables. Aussi, nous avons reconduit toutes les actions sociales parce que notre ambition, c'est de faire de notre ville une ville sociale, je l'ai toujours dit. Et ça, nous avons maintenu diverses activités à l'endroit des personnes handicapées, à l'endroit des personnes vulnérables. Et la révolution dans notre volonté de construire une ville sociale, comme je l'ai dit, c'est cette allocation mensuelle aux personnes handicapées et aux orphelins, notamment les personnes handicapées âgées de plus de 55 ans et 60 ans. 55 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes. Comme une cerise sur le gâteau, le conseil de ville a, en marge de ses travaux, remis la clé d'une citerne de secours au gouverneur de la région qui a à son tour remis cette clé aux responsables de la 61e compagnie de sapeurs-pompiers. C'est dans un esprit de collaboration et d'entraide mutuelle entre responsables d'institutions de l'État qu'a pris fin la cérémonie. Merci aussi Abdraman pour cette correspondance. Et puis retour à Niamey pour signaler ce lancement hier au palais du 29 juillet des activités entrant dans le cadre de la 2e édition de la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA. L'objectif visé à travers cette rencontre est le renforcement de l'économie régionale à travers les échanges. Les images. Après Bamako, où s'est tenue en 2008 la première édition de la foire régionale de l'intégration de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, c'est au tour de la capitale nigérienne d'abriter la 2e édition de cette importante rencontre. Une rencontre ouverte sous le thème renforcement de l'économie régionale à travers les échanges et qui justement se veut un cadre d'échange entre les opérateurs économiques des États membres de l'espace UEMOA. Je voudrais souhaiter la chaleureuse bienvenue au Niger à tous nos frères et sœurs venus des différents États membres de l'UEMOA, de la République fédérale du Nigeria et de la République du Ghana pour prendre part à ce regroupement grandeur nature des acteurs économiques de notre sous-région. Le Niger, que vous honorez aujourd'hui par votre participation à cette importante manifestation, a acquis la conviction qu'aucune politique de développement ne saurait être menée avec succès sans un secteur privé fort, crédible et dynamique. C'est pourquoi le Niger s'est engagé dans un processus de libéralisation progressive de notre économie afin de faire jouer au secteur privé un rôle prépondérant dans le développement économique et social du pays. Plusieurs allocutions, dont entre autres celle de bienvenue du gouverneur de la région de Niamey, de la ministre béninoise de l'économie maritime et des informations partenaires ou encore du vice-ministre chargé du commerce et de l'industrie du Ghana devaient auparavant être prononcées lors de cette rencontre initiée par la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA. Il n'y a donc nulle surprise à vous annoncer que les pays invités à cette manifestation sont la République fédérale du Nigeria et le Ghana, pays dont vous connaissez qu'ils n'appartiennent pas à l'espace UEMOA, mais dont la vitalité économique et le rayonnement sont une fierté pour notre région et une source d'inspiration. Cette fois nous permettra sans aucun doute, vous aurez l'occasion de le constater certainement, de découvrir la diversité de nos productions et très certainement le talent de nos artisans et de nos industriels.
Elle permettra surtout de découvrir que l'on peut trouver, parfois chez soi-même alors qu'on l'ignore, c'est la foire qui le révèle, ou pas très loin chez le voisin, des produits dont on a besoin, des produits de grande qualité, qui répondent à des normes et des standards internationaux, mais qui parfois par ignorance ou par snobisme, nous allons chercher parfois très loin et très certainement plus cher. En marge des activités entrant dans le cadre de cette deuxième édition de la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA, qui s'étalera sur 10 jours, se tiendra un forum sur la libre circulation des personnes et des biens au sein et entre les États membres de l'Union. La foire régionale de l'intégration de l'UEMOA qui se poursuit justement au palais du 29 juillet où une de nos équipes s'était rendue ce matin. Reportage Ibrahimide Omar Hama. 24 heures après son ouverture, la foire régionale de l'intégration de l'UEMOA se poursuit normalement. Une rencontre d'échange économique qui regroupe tous les pays de l'UEMOA. Plusieurs produits et objets sont exposés. Pour les cas particuliers des stands nigériens, on y trouve des produits agroalimentaires, des fruits, des vêtements traditionnels, des bijoux et autres objets comme ces variétés de pierres précieuses et semi-précieuses. Qu'on trouve dans la région. Bon, les variétés de roches, il y a agate de différentes couleurs, il y a aquamarine, il y a améthyste, il y a barytine, il y a béryl, il y a colombite, tantaline, il y a émeraude, grenade, gypse, quartz fumé, roche cuprifère, les zinc, roche ferreuse, roche verdâtre, topaze, tourmaline rouge, wolframite, zircone, galène, marbre cipolin, grenade, rubis, on a des traces, émeraude, on a des traces aussi, et épidote. Voilà les principales choses là, les roches qu'on trouve dans la région d'Agadez que nous avons amenées à la foire. C'est des pierres semi-précieuses et choses. Bon, on a dit déjà, il y a certaines pièces. Bon, vous avez vu, il y a d'autres pierres dont on n'a pas parlé, on a des traces. On exploite ces pierres, c'est pour la commercialisation. Pour certains participants, la fête n'est qu'à son début. Ils espèrent un grand nombre de visiteurs dans les prochains jours. Je suis un producteur des semences améliorées. Donc, j'ai eu à présenter à l'occasion de cette foire des semences de mil. J'ai présenté 5 variétés de mil, 5 variétés de sorgho, 3 variétés d'arachide, 3 variétés de wanzou, 3 variétés de sorgho, 3 variétés de maïs. Voilà donc ce que j'ai eu à présenter comme produit. Bon, depuis l'ouverture, on peut dire Dieu merci. Vous savez que c'est peut-être l'information, comme c'est le début, vraiment on a pu quand même encaisser quelque chose dans le domaine donc, de vente. Mais ce n'est qu'un début. On espère quand même d'ici là, quand l'information passe, les gens vont venir, mais on peut déjà s'estimer heureux. Une foire qui va se prolonger jusqu'au 22 décembre 2013. Au vu de la diversité des produits qu'elle offre, les perspectives pour les exposants nigériens sont encourageantes. Sur un tout autre plan, signature hier d'un accord de financement additionnel entre le ministère de la Santé publique et l'Union européenne d'une valeur de 3,9 milliards de francs CFA. Ce fonds permettra de prévenir la malnutrition au niveau communautaire. Le compte-rendu est signé Hima Seibou. 6 millions d'euros, soit environ 3,9 milliards de francs CFA. C'est le montant octroyé par l'Union européenne au ministère de la Santé publique à travers le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Un accord de financement qui va permettre de réduire la malnutrition chronique au Niger et qui rentre dans le cadre de l'accélération des OMD. La signature de cette nouvelle convention porte donc le montant total de l'action à 15,5 millions d'euros, à savoir 10 milliards de francs CFA.
Cette somme importante est destinée à des actions de prévention de la malnutrition au niveau communautaire et institutionnel dans 16 communes des régions de Zander, Maradi et Tawa. Résolument engagé à appuyer le gouvernement nigérien dans la lutte contre la malnutrition au Niger, le représentant de l'UNICEF entend pérenniser ses actions de renforcement des capacités de l'État. Le ministre de la Santé publique a quant à lui remercié au nom de la 7e République l'Union européenne et a exhorté les 8 directeurs régionaux de la santé pour une bonne réussite de ces projets. Au nom des autorités de la 5e République, un grand merci à l'Union européenne pour ces gestes, pour cet appui qui va à 3 régions du Niger, à savoir Zender, Maradi et Tawa, pour soutenir les efforts de l'État en matière de lutte contre la malnutrition. Comme vous l'avez dit, il s'agit d'un projet qui va faire en sorte qu'on traite les causes de la malnutrition et non pas les conséquences, les effets. Il s'agit de renforcer la résilience des populations face à cette situation de malnutrition chronique et aussi de participer au renforcement au niveau des communes, parce que cela va être pris désormais en compte au niveau des plans communaux de développement, parce que vous avez dit dans votre discours. Et ça, c'est important, parce que la malnutrition, le système d'alerte au niveau communal doit être renforcé pour que l'alerte vienne au niveau des villages, au niveau des hameaux, au niveau des campements, au niveau des communes à temps, avant que les choses ne se compliquent. Pour l'UNICEF, nous sommes tout le temps ensemble. Nous avons vraiment des actions communes tous les jours, je vais dire, toutes les semaines. Nous sommes en concertation. Je crois que nous allons mener ces projets de la même façon que nous avons travaillé jusqu'ici. Et j'appelle des respects des Zender, Maradi et Tawa d'être vraiment les représentants du ministère pour ces projets. Vous l'êtes déjà, mais il faut que vous ayez à l'esprit que de la réussite de cette action dépendra la suite, certainement. Les partenaires ne vont pas vous le dire, mais moi je vous l'ai dit. Et j'appelle les directeurs centraux, j'appelle tous les agents du ministère à s'y mettre pour qu'on arrive à atteindre les objectifs qui sont fixés. Au Niger, la malnutrition touche plus d'1,6 million d'enfants de moins de 5 ans. Cet accord de financement permettra sans doute de prévenir ce phénomène de la malnutrition devenu récurrente au Niger, principalement dans les zones rurales. Et puis la commémoration de la disparition de Nelson Mandela au centre d'une cérémonie organisée ce matin par l'ONG Afrique Héritage. C'était au palais de congrès de Niamey. Il s'agissait pour la dite ONG de rendre un hommage mérité à Madiba, dont l'enterrement, vous le savez peut-être déjà, est prévu demain 15 décembre à son village natal. Sambo Zamo, service Ngadjelay pour le compte-rendu. Au lendemain de l'inhumation de Nelson Mandela, le héros de la lutte contre l'apartheid, le peuple du Niger a tenu à rendre un hommage mérité aux réconciliateurs. Hommes, femmes et enfants sont sortis massivement pour dire un grand merci à Mandela pour son humanisme. Le pardon libère l'âme, il fait disparaître la peur. C'est pourquoi le pardon est une arme puissante. C'est sur cette célèbre citation de Nelson Mandela que tous ceux qui ont pris part à ces rendez-vous lui ont manifesté leur joie. Le chargé des affaires de l'ambassade de la République sud-africaine au Niger, Zola Katsan, a confié que Nelson Mandela possède toutes les valeurs que l'homme peut avoir. Car pour Zola, Nelson Mandela est l'icône de l'humanité. Par ailleurs, des chansons et des projections de films ont émaillé cette cérémonie. Nelson Mandela est un héros et un réconciliateur. C'est avec ces mots que les fanatiques ont rendu un témoignage vivant au Baobab qui s'en est allé. Nelson Mandela, pour moi, c'est un grand héros de l'Afrique, parce qu'il a lutté pour l'Afrique. Je prends justement l'exemple de Mandela, en termes d'unité pour le pays, en termes de solidarité pour le pays, en termes de le fait d'être jaloux en fait, du développement du pays. Tous les fils et toutes les filles du pays doivent se mettre ensemble et faire uniquement
la guerre pour que le pays devienne quelque chose de plus que ce qu'il est actuellement. 10 jours après son décès, et à la veille de ses funérailles, il n'y a pas meilleure période que les Nigériens, que celle-là, pour que les Nigériens et les Nigériennes se mobilisent et expriment leur joie d'abord d'avoir eu en Afrique un homme à la trame de Nelson Mandela et de compatir à la douleur du peuple sud-africain suite à sa disparition. Nelson Mandela sera enterré ce dimanche dans son village natal Kounou, d'où il reposera auprès de ses ancêtres. Paix à l'âme de Madiba. Actualité sur le continent à présent. Au Mali, une voiture piégée a explosé à Kidal, fief de la rébellion Touareg du mouvement national de libération de l'Azawad. 2 casques bleus ont été tués. Cette attaque intervient 24 heures seulement avant la tenue du second tour des élections législatives dans le pays. Sur cette photo, un blindé de l'ONU en flammes devant la seule banque de la ville. L'attaque a eu lieu au lever du jour à 6h45 heure locale. Une voiture piégée a foncé sur les soldats maliens et ceux de la MINUSMA qui gardaient le bâtiment. La force de l'explosion a détruit une partie de la banque malienne de solidarité et a aussi endommagé de nombreuses maisons du quartier. Pas de revendication, mais les premiers éléments de l'enquête indiquent que 3 hommes seraient venus en repérage durant la nuit, ce qui atteste d'une opération minutieusement préparée. Les enquêteurs penchent pour une attaque visant les soldats de la MINUSMA et non la Banque malienne de solidarité. Cet attentat s'est déroulé à la veille du second tour des élections législatives, des élections qui sont censées marquer le retour à la normale pour le Mali après plus de 18 mois de crise. Et puis la situation est toujours très tendue en Centrafrique et notamment dans la capitale Bangui. Un musulman aurait été tué à coups de machette et ce, malgré les appels au calme des autorités locales et de l'ONU. Le président de transition se dit prêt à discuter avec les milices chrétiennes. Regardez. Il ne s'agit pas encore d'un camp de réfugiés, mais d'un simple terrain vague, envahi par les déplacés. Ces familles habitent parfois à quelques centaines de mètres de l'aéroport. Il y a une semaine, elles ont trouvé refuge ici, tout près de la base des militaires français. Les exactions continuent toujours à multiplier. Les Sélèques ont sorti, ils ont amené des armes pour tuer des gens, avec des couteaux aussi. Ça ne va pas. On ne peut pas rester à cause de ces trucs-là. C'est pour cela qu'on est là, on est là. On ne peut pas rentrer dans notre maison, on ne peut pas rentrer au quartier. Ces derniers jours, leur nombre n'a pas cessé de croître, jusqu'à atteindre 40 000, rien qu'à l'aéroport. Des milliers de familles qui manquent de tout. On n'a pas la nourriture à manger, on dort sur le sol comme ça, la pluie tombe sur nous et les enfants sont malades, nous sommes vraiment dépassés, on ne sait pas là où on va aller. Ils n'ont pas de toilettes, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de couverture, ils n'ont pas d'abri. Il y a risque des épidémies. Pour l'instant, ce qu'on voit le plus, c'est la malaria. Les enfants de moins de 5 ans, ils sont vraiment vulnérables là, avec la pluie, ils n'ont pas de moustiquaires, ils n'ont pas d'abri. Ça devient très très grave. Aussi les femmes enceintes, il y a eu 8 accouchements ici hier et on continue à recevoir des blessés aussi. En attendant l'arrivée de l'aide internationale, les travailleurs humanitaires ne peuvent que compter les déplacés. Ils seraient plus d'un demi-million répartis partout à travers le pays. La mobilisation se poursuit en Ukraine, mais aujourd'hui, les partisans du président Viktor Yanukovych ont eux aussi décidé de descendre dans la rue. Selon la police, ils sont plus de 60 000. De son côté, l'opposition occupe toujours la place de l'indépendance. Ils ont appelé à une manifestation demain. Capitale d'une Ukraine divisée. D'un côté, la place de la Libération, épicentre d'un mouvement qui veut déposer le pouvoir en place, jugé trop proche de Moscou et trop loin de Bruxelles. Et de l'autre côté de ces bus, les partisans du président Viktor Yanukovych se rassemblent, et c'est assez ironique, place de l'Europe. Le parti des régions au pouvoir compte 200 000 personnes, mais selon la police, ils ne sont que 60 000 à être venus écouter le Premier ministre expliquer pourquoi l'adhésion à l'Union européenne est une mauvaise idée pour l'Ukraine. Мы должны еще выполнить целый ряд условий. А какие это условия? Знаете или нет? Мы должны узаконить
однополые браки. Мы должны принять закон о равенстве сексуальной меньшин. Готово наше общество к этому. Retour sur l'autre place où le président essaye de calmer le jeu dans un geste d'apaisement et à la suite des violences policières subies par les manifestants de l'opposition. Il a révoqué le maire de Kiev et le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité. Mais le mouvement ne faiblit pas. Les manifestants condamnent l'accord que leur président s'apprête à signer à Moscou mardi prochain et qui reviendrait selon eux à vendre l'Ukraine à la Russie. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note d'information que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à vous le présenter, je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes en compagnie de Dunia TV. Au revoir.